commencer un nouveau regard croisé sur le bilan et les objectifs des transports voyageurs, en compagnie d'Alain Sauvant. Bonjour Alain. Vous êtes directeur de l'autorité de la qualité de service dans les transports, la QST, à l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, l'IGEDD, du ministère de la Transition énergétique. Alors peut-être quelques éléments de contexte général? Non, pas tout de suite. Je vais d'abord dire bonjour aussi à Alain, à André. À vos côtés, André Brotteau. Bonjour André. Vous êtes ancien directeur de la stratégie de Vinci Autoroute et auteur notamment de Transport, les oubliés de la République. Alors je vous laisse, Alain, si vous voulez tout de suite poser. Mais après, j'ai des petites questions croisées pour vous deux. Alors, bonjour. Voilà, quelques éléments de contexte, peut-être très général, puisque là, on est basculé sur les voyageurs après avoir vu les marchandises. On est à un peu moins d'un millier de milliards de voyageurs kilomètres en France. Ça augmente à peu près 1,5% par an, en moyenne sur une décennie. Un petit peu plus les transports ferroviaires et les transports collectifs routiers, 1,1, 1,2%, que la voiture qui, elle, n'augmente que de 0,3% par an. Donc, il y a un petit peu d'inflexion des parts modales, même si la voiture règne évidemment en maître à plus de 80% de parts modales. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les transports, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre, dont 2 tiers pour les voyageurs, donc une vingtaine de pourcents. Un peu plus si on inclut dans l'aérien, l'international et les gaz à effet de serre autres que le CO2. Vous avez aussi de la vapeur d'eau qui compte de manière importante. Et puis, pour dresser aussi ce tableau global, c'est 15% à peu près de la dépense de consommation des ménages. Donc c'est quand même le deuxième poste de la consommation des ménages après le loyer, l'habitat. Et donc ça en fait aussi un poste qui est quand même loin d'être marginal et très contraint en termes de possibilités. Et on retombe sur le sujet des fins de mois à travers ce chiffre de 15% qui est loin d'être anecdotique dans le budget de nos concitoyens. Alors, on a quelques slides, je vous le dis là, je ne sais pas. Je vous laisse avancer éventuellement, me dire que si on veut avancer et reculer sur vos slides. Peut-être en miroir, André, qu'est-ce qu'on peut dire des kilomètres parcourus par les voyageurs? Bonjour. Sur ce schéma prêté par Aurélien Bigot, chercheur dans la matière de transport, vous voyez le nombre de kilomètres parcourus en moyenne par an, par jour et par habitant en France depuis 2 siècles. Et donc vous voyez qu'on est passé d'une situation où on faisait en moyenne 4 km par jour à une situation où on en fait une cinquantaine, dont 10 en avion international. Et vous voyez les différents modes de transport. Je ne vais pas insister beaucoup sur cette carte. On pourrait y expliquer des tas de choses, les guerres, le choc pétrolier de 73, l'arrivée des différents modes. Mais ce qui me paraît important, c'est de dire qu'au schéma binaire selon lequel on a raisonné pendant des décennies, c'est-à-dire la proximité, les déplacements du quotidien et les voyages. Les voyages, c'était plus de 80 km ou une nuitée en dehors du domicile et tout le reste, c'était du quotidien. On voit qu'il s'est passé quelque chose après la Deuxième Guerre mondiale avec une explosion des distances parcourues par jour. Et cette explosion est due à un angle mort, une classe de distance intermédiaire entre la proximité, ce que j'appelle la proximité quelques kilomètres autour du lieu de vie, les voyages quelques centaines de kilomètres, c'est ce que j'appelle les déplacements du quotidien long. Ce sont ceux qui font entre 10 et 100 km. Le SGPE a repris cette distinction. Et il faut que vous sachiez que dans la bande jaune qui représente la part de la voiture là-dedans, les déplacements longs du quotidien après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pratiquement zéro. Les gens vivaient et travaillaient au pied de leur clocher. Et aujourd'hui, c'est 53% des kilomètres parcourus en voiture et, à mon avis, à peu près 60% des émissions de CO2. Voilà. Alors, ce que je voulais dire rapidement... Juste une remarque, peut-être, André. Le vélo, on a l'impression que ça augmente, mais pas du tout. Alors, le vélo apparaît en noir. Alors, en kilomètres parcourus, c'est très peu. Si vous voulez, en 2019, la part du vélo, c'était 2,6% de mémoire en nombre de déplacements du quotidien. Et comme il ne faisait que 3,4 km en moyenne, en kilomètres parcourus, ça fait vraiment pas beaucoup, quoi. Voilà.
Alors, ce que j'ai voulu, sur ce petit schéma que vous voyez à droite, c'est visualiser en ordre de grandeur ce que propose la stratégie nationale bas carbone 2 pour l'horizon 2050. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que, j'ai pas mis l'avion, hein, on voit, c'est le scénario AMS, on voit que la part de la voiture a diminué. Ça veut dire qu'il y a eu de la sobriété, notamment via le télétravail. Les leviers majeurs de décarbonation, ce sont, ce qui reste du jaune en haut, c'est 75% du total, c'est le véhicule électrique. Et vous voyez qu'on attend des autres leviers, des autres actions. Pour le ferroviaire, c'est 50% de plus que ce qu'on a en 90 à peu près, enfin en 2019 à peu près. Non, 60%. Et pour l'autocar et le bus, 50% de plus. Donc vous voyez, d'une part, ces chiffres-là sont petits à l'échelle du problème, ce qui confirme que le véhicule électrique est le levier le plus puissant et de loin. Et puis le vélo, c'est x10 ou x15. Voilà. Alain, peut-être en complément, parce que vous aussi, vous nous avez fait un petit découpage des moyens utilisés. Oui, donc c'était un peu sur les, on va y arriver, sur les parts modales, effectivement, la voiture, elle règne en maître à plus de 80%, c'est-à-dire que des voyageurs kilomètres. Alors j'ai compté en déplacement, en nombre de kilomètres. Quand on regarde la carbone, c'est quand même ça qui est important. Les déplacements, ça donnerait une autre image. Mais quand on va regarder les kilomètres, la voiture, elle va régner en mètres à 80%, essentiellement parce qu'on peut aller de n'importe quel point à n'importe quel point sans rupture de charge. Hein. C'est ça son gros avantage. Et puis, vous allez avoir à peu près 11% sur le transport ferroviaire, à peu près 6% sur alors, tout ce qui est autobus, autocar, tramway. C'est-à-dire que dans la mobilité collective, tout n'est pas du ferroviaire. Vous avez presque autant, ou peut-être à moitié moins, mais un ordre de grandeur similaire avec des solutions essentiellement routières ou tramway, qui sont plus adaptées à des environnements de densité plus moyenne, où c'est un peu difficile de mettre un chemin de fer lourd, on va avoir du mal à remplir. Et puis, vous avez bien sûr un peu de transport aérien. Alors ici, c'est trompeur parce que c'est que le transport aérien domestique, national. Et donc, si on ajoutait l'international, on aurait quelques pourcents de plus. Et puis là, vous voyez ce diagramme qui est de la commission économique du développement durable. Ils regardent que tout ce qui a un moteur. Donc, s'il n'y avait pas de moteur, on ne vous regarde pas trop. Et donc, ils ont oublié la marche à pied et le vélo, qui font beaucoup de déplacements. Mais par contre, en déplacement kilomètre, on est plutôt aux alentours de 4%. C'est pas très bien, il y a des lacunes de connaissances, mais on est dans ce genre de choses-là. Donc, vous voyez, quand je fais le total de tout ça, j'arrive peut-être à 110%, mais ça donne un peu cette vision globale. On voit par exemple les transports collectifs, ça marche mieux dans les grandes villes. L'Île-de-France, c'est 30% du total. Et puis, si vous allez dans une petite ville comme Flers, où il va y avoir 100 000, 50 000 habitants, vous êtes dans la zone d'emploi, vous êtes à 1,5% de part modale des modes collectifs. Donc, vous voyez, c'est très, très variable selon les densités et tailles de ville. Et donc, c'est quelque chose qui est alors à la fois globalement vrai dans tous les pays d'Europe occidentale, et en même temps, quand on fait une enquête sur les modes de déplacement en France, on voit que la voiture est peut-être encore plus, sa part est encore plus élevée qu'ailleurs, notamment par exemple sur le vélo, où si on est à 3-4% de part modale, les Allemands sont plutôt à 9%. Donc vous voyez que c'est des marges de progrès significatives. Et puis si on regarde par exemple les remplissages des voitures, une voiture en urbain, c'est à peu près 1,4 personnes à bord. Et donc on voit que là aussi, il y a un potentiel avec les questions de développement du covoiturage, que ce soit du covoiturage de zone ou du covoiturage de ligne. C'est des choses dans lesquelles il y a un petit peu de potentiel. Je pense qu'on va franchement revenir au covoiturage tout à l'heure avec Blablacar. Ce qu'on ne voit pas vraiment sur ce schéma, alors je pense que la question s'adresse à vous deux, c'est par définition les gens qui utilisent plusieurs moyens de transport. Et donc peut-être André, si vous nous expliquez déjà la différence entre multimodalité et intermodalité, et comment est-ce qu'on arrive à se placer sur cette combinaison de modes de transport. Alors, comme les diapos ont été vus dans un ordre un peu différent, je vais peut-être terminer ce que j'avais prévu de dire sur celle-là.
ces déplacements longs du quotidien, l'INSEE en a représenté un échantillon. En fait, il y en a 50 millions par jour. En moyenne, ils font 24 km, tout motif confondu, tout mode confondu. Et l'INSEE a représenté là uniquement le motif domicile-travail et uniquement ceux qui font plus de 25 km. Et uniquement ceux qui sont effectués en voiture. Donc il y a 3,3 millions d'automobilistes qui ont leur emploi à plus de 25 km et la carte montre le pourcentage d'actifs par commune qui sont concernés par ce déplacement en voiture pour le motif domicile-travail. Cette carte est très parlante, elle dit beaucoup de choses. La petite tache blanche pour Toulouse, ça fait 600 km², c'est 15 km de rayon. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que ce que j'ai mis à droite, c'est les chiffres qui se cachent derrière cette carte. On retrouve le 3 300 000 France entière, dont 380 000 en Île-de-France, en voiture, etc., et 2,9 millions en province. Et finalement, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a deux façons de lire cette carte. La première consiste à dire, je regarde la colonne de droite, et je constate qu'en Île-de-France, le ferroviaire, TER transilien, sur cette classe de distance, assure à peu près 300 000, répond aux besoins de 300 000 navetteurs. Et en Occitanie, c'est environ 14 000. Et encore, à mon avis, c'est plutôt 10 000. Bon. Et donc, quand on regarde ça, évidemment, on a envie de dire, premier regard, il faut des réseaux express métropolitains, puisque, en gros, ça marche très bien en Île-de-France, ça marche très mal en Occitanie et dans les autres régions, donc c'est ce qu'il faut améliorer. Mais si on part des besoins, c'est-à-dire du problème, c'est-à-dire de la colonne de gauche, on s'aperçoit avec stupeur que, même en Île-de-France, avec nos 1500 km de RER et de Transilien, ce système laisse 300 000 automobilistes sur le bord des routes, c'est-à-dire 10% du total. Ça veut dire que, même en région Île-de-France, il y a une sorte de plafond de verre que le modèle, aussi puissant soit-il avec ses 20 branches, ne parvient pas à percer, et c'est pour cela que les élus de la région Île-de-France ont proposé de mettre une centaine de lignes d'autocars pour répondre à ce besoin. On sent bien qu'il y a un problème d'équité territoriale, que le ferroviaire, quelle que soit sa puissance, n'est pas capable d'irriguer en profondeur les petites communes de la Grande Couronne. Et la question qu'on est en droit de se poser, si on part de la colonne de gauche, c'est le problème qui n'a pas pu être réglé en Île-de-France, pourra-t-il être réglé en province? À l'évidence, non. Et la carte est trompeuse puisqu'elle ne donne que des pourcentages. En fait, on a envie de connaître aussi les valeurs absolues. Je n'ai pas le temps de vous les présenter toutes, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en province, les communes de moins de 5 000 habitants concentrent 60% des 3 300 000. C'est-à-dire que les navetteurs très longs que l'INSEE a recensés sont en grande partie issus des petites communes, celles où il n'y a pas de train. Et bien évidemment, dans ces territoires-là, la part modale du transport collectif, train et bus et autocar, c'est 3,5%, c'est rien du tout. Et donc la vraie question, c'est, mais supposons qu'on double ou qu'on triple le 14 000 en Occitanie. Est-ce que ces nouveaux usagers vont être répartis de manière équitable dans l'aire urbaine de Toulouse? Ou bien est-ce qu'ils vont venir uniquement ou principalement des villes où il y a déjà des gares, laissant en dehors du service toutes les petites communes qui sont autour? La réponse, vous la ferez vous-même. Est-ce que ça ne nous ramène pas à ma définition de la multimodalité? multimodalité? Vous m'avez posé la question de la multimodalité. Alors, la multimodalité consiste à mettre entre deux points, à proposer entre deux points plusieurs offres de services. Par exemple, si vous êtes à Bordeaux ou que vous voulez aller à Paris, vous avez le choix entre le train, le TGV, plus cher mais plus rapide, vous avez les cars Macron, vous avez l'avion, vous avez le covoiturage, Blablacar. Si on est dans la classe des distances de la proximité, si vous êtes à Paris, vous avez le choix entre le métro, le tramway, le bus, etc., le Vélib, etc. Et ça, c'est la multimodalité. Et l'intermodalité, ça consiste à enchaîner pour un même déplacement plusieurs modes. Dans l'exemple de Bordeaux, vous allez aller à la gare en voiture ou en bus, vous allez prendre le train ou l'avion, et puis ensuite, à l'autre bout, vous prendrez peut-être encore un taxi ou le bus. Et vous voyez que cette multimodalité, elle existe en proximité, elle existe sur la longue distance, et assez curieusement, elle n'a pas été développée sur cet angle mort des politiques publiques que constituent les déplacements longs de la vie quotidienne. C'est-à-dire que si vous êtes en province, vous avez 30 km à faire,
eh bien, vous avez la voiture, bien sûr, la voiture, elle est sur tous les créneaux. Mais en transport collectif, vous avez le TER, qui ne pèse, comme on le disait tout à l'heure, qu'une faible part de la demande, et puis rien d'autre. Et c'est un vrai problème parce que cette multimodalité, elle a accompagné 50 ans de prospérité sur les voyages et sur la proximité. Et là, on est en train de se l'interdire sur les déplacements longs de la vie quotidienne. Alors, est-ce qu'il existe des bonnes pratiques en matière de multimodalité sur cette classe de distance intermédiaire? Les diapos ne sont pas très bonnes, mais il y a un exemple connu, c'est Madrid, la région de Madrid, qui a développé 350 lignes d'autocars sur 7 autoroutes radiales. Enfin, la majeure partie sont des lignes radiales, et en moyenne 25 lignes de car express par corridor et des TER simultanément. Les lignes d'autocar débouchent sur une ligne de métro circulaire, et ce système assure 800 000 passagers par jour sur 17 km. Et il y a un autre exemple en France qui est remarquable, c'est le modèle développé par le département de l'Isère, où on a sur chacune des 3 vallées, non seulement des TER, mais des lignes d'autocar express. Et ce système, il n'y a pas de TCSP, mais il assure 8000 passagers par jour. Alain Sauvant, une réaction peut-être sur la multimodalité. Qu'est-ce qui la freine aujourd'hui? Alors, effectivement, ce que dit André, voilà. On s'est livré à l'autorité de la qualité de service dans les transports à un petit sondage où on a essayé de prendre des couples de points pris au hasard à moins de 50 km les uns des autres. Donc on est typiquement dans les distances de 20-30 km en moyenne. Ça correspond un peu à ce dont parlait André. Et puis on a fait ça en France, en Allemagne et en Espagne. Et puis on est allé regarder quelles sont les possibilités concrètes de déplacement en transport collectif et en transport ferroviaire, combien il y a de fréquences par jour et quelle est l'amplitude, c'est-à-dire la nombre d'heures entre le premier et le dernier la dernière solution en transport collectif, qu'elle soit ferroviaire ou bus ou autre. Et donc, vous voyez que la France, elle est en orange. Et ce n'est pas très glorieux pour notre pays. Vous voyez, sur les fréquences, on est à plus de 10 en Allemagne et en Espagne, et on est à moins de 3 de notre côté. Et puis sur l'amplitude, on est à 12 heures d'amplitude chez nos voisins, alors qu'on est à moins de 5 de notre côté. Alors pourquoi, quand on regarde un peu, pourquoi? C'est plusieurs effets. Il y a la qualité des correspondances, qui est quelque chose qui ne va pas en France. Quand on regarde les correspondances moyennes dans notre panel, on était à 80 minutes de délai en France quand c'était 40 en Allemagne et un peu entre les deux en Espagne. C'est-à-dire qu'on a, avec les questions de gouvernance administrative française probablement, des sujets de correspondance qui ne sont pas étudiés, dans lesquels, quand vous allez en Allemagne, vous allez avoir un cadencement beaucoup plus fort, avec une étude de comment sont les possibilités de correspondance à la gare centrale de la ville en question, la ville la plus proche. Et ça, on ne le fait pas en France, que ce soit dans les correspondances entre les chemins de fer ou entre les chemins de fer et les transports collectifs urbains. Et puis alors le deuxième sujet, c'est que l'Allemagne est un pays 2 fois plus dense que nous, grosso modo. Donc ils ont une offre ferroviaire locale de bonne qualité, mais ça peut se comprendre compte tenu de leur offre, enfin de leur densité importante. Par contre, quand on compare à l'Espagne, qui est un pays encore moins dense que nous, on se dit, normalement, on devrait faire mieux. En fait, on ne fait pas mieux parce que les Espagnols, eux, ont beaucoup misé sur le bus et le car. C'est un peu ce que disait André. Et du coup, on a, quand les points de sondage qu'on a fait, on a peu d'offres ferroviaires, mais par contre, on a une offre en car et en bus qui est abondante, qui est bien étudiée, et qui est globalement aussi, quand on va sur le terrain, bien remplie, parce que quand vous avez 10 fréquences par jour, c'est attractif, alors quand vous n'avez plus que 3 ou 4, ça l'est beaucoup moins. Et donc, finalement, on n'a pas forcément... voilà, on finit par avoir un résultat qui interroge un peu dans ses performances dans notre pays là-dessus. Alors, c'est un des sujets. Vous avez aussi le sujet du manque de parking relais en France, dans des villes de taille comparable à des villes étrangères. Là aussi, probablement des questions de gouvernance, de morcellement des communes. Et on le voit dans les questions, enfin dans le cadre des ZFE, quand vous êtes en Allemagne, vous prenez votre voiture finalement depuis le périurbain lointain qui est peut-être pas desservi en ferroviaire et peut-être même pas desservi en bus dans certains endroits, mais c'est pas grave, vous faites votre trajet en voiture jusqu'à un parc relais qui est nombreux et facile à utiliser et vous terminez en train ou en tramway et ça se passe assez bien. Quand vous n'avez pas le parc relais,
d'un côté, du côté de la zone très peu dense, ben, finalement, vous ne pouvez pas faire autrement que la voiture, puis vous ne pouvez pas vous interdire le centre-ville. Et donc, finalement, cette souplesse qu'apporte le parc relais, on la trouve, mais pas suffisamment encore en France. André, un complément sur ces parcs relais, sur ce qui freine la multimodalité et peut-être une réaction sur les parcs relais. Qu'est-ce qui freine la multimodalité? Probablement la crainte d'une concurrence, la crainte que les caractéristiques puissent faire de l'ombre aux ferroviaires. Ça s'est d'ailleurs traduit dans les débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi RER-M. Ça se retrouve dans un compte rendu du Conseil national de la refondation, dans un rapport du 16, dans l'audition de M. Chabanel au Sénat. En fait, si vous voulez, la multimodalité, c'est ce qui a permis, encore une fois, ce qui a accompagné la prospérité pendant une cinquantaine d'années. Alors, si on regarde, si on fait un zoom sur Grenoble, entre Voiron, qui est à 25 km de Grenoble, et Grenoble, on voit qu'effectivement, les tracés sont concurrentiels. Ils sont exactement sur le même axe, tous les deux. Mais les points desservis ne sont pas tout à fait les mêmes. Bien sûr, ils ont en commun la gare de Grenoble et la gare de Voiron. Mais vous voyez que à 25 km de Grenoble, la ligne de Tokar Express qui apparaît en bleu là-dessus, elle a d'autres parkings relais qui sont mieux reliés aux petites communes parce qu'ils sont dans la Pampa, dans des zones où il y a de la place pour faire des parkings grands, des parcs relais de grande importance. Et vous voyez qu'à l'autre bout, à Grenoble, eh bien, il y a beaucoup d'arrêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gare aujourd'hui, qui il y a 50 ans était près de l'hôpital, du lycée, du centre administratif, ben, toutes ces aménités ont été en 50 ans dispersées en périphérie des villes. Et la gare n'est plus peut-être la mieux adaptée pour desservir toutes ces destinations. Tandis que la ligne de Car Express, elle, peut être mise en place en prenant en compte ces destinations. Donc il n'y a pas concurrence, mais renforcement. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on le constate en regardant la part modale des déplacements longs du quotidien entre ces deux villes, et aussi entre les petites communes et Grenoble, qui est tout à fait hors norme par rapport au reste du territoire. 40% des gens de Voiron et des 30 petites communes qui sont autour prennent des transports en commun. Ils ont appris l'intermodalité parce qu'ils avaient tout un bouquet multimodal d'offres, TER, Car Express, covoiturage. Et quand on regarde, quand on fait un zoom sur ce qui se passe à droite, c'est la carte de droite, autour, dans le pays du Voironnais, la communauté d'agglomération du Voironnais, 305 km², là vous avez une centaine, c'est 10 km en gros les dimensions, vous avez une douzaine de parcs relais qui totalisent une 2000 places à peu près, et sur chaque parc relais, ben, vous avez des offres, parfois c'est le TER, parfois c'est le bus, parfois c'est les deux, il y a très souvent du covoiturage, des parkings vélos sécurisés. Donc voilà un modèle, si vous voulez, qui répond un peu, qui fait écho à ce que nous disait Alain. André, si on doit en tirer les conséquences, quelles sont vos recommandations aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça progresse? Non, sans les slides, on ne va plus avoir le temps. Alors que faut-il faire? Ça ne vous étonnera pas si je prends une carte de l'Occitanie pour vous dire qu'en Occitanie, en termes d'aire urbaine, il n'y a pas que Toulouse. Bien sûr, il y a Montpellier, mais il y a aussi Perpignan, Carcassonne, Montauban, etc. Et donc, vous êtes du il y a Sud, un problème d'équité territoriale. Pardon? Vous pensiez que j'étais strasbourgeois? C'est ce que j'ai demandé. Donc, le potentiel, il y a à mon sens plus des 10 grandes métropoles qui pourraient bénéficier de RER métropolitains, des dizaines et des dizaines d'aires urbaines qui méritent elles aussi d'être servies en termes d'alternatives à la voiture. Et soit dit en passant, il y a une ligne d'autocar express entre Saint-Sulpice, 8000 habitants, et Albi, qui est à 5000 habitants, à 44 km. Voilà, donc ça c'est, à mon avis, ce qu'il faudrait faire. Ensuite, le comment. Le comment, ben, je remets une carte de l'Occitanie qui vient de la préfecture de région et qui donne le trafic sur les grands axes routiers. Eh bien, il faut aller chercher les automobilistes. Si le problème, c'est les automobilistes, si ce qu'on veut décarboner, c'est ce qui est en bleu, il faut aller chercher les gens là où ils sont. Comment? Ben, en leur tapant sur l'épaule quand ils arrivent sur l'autoroute et en leur disant, vous avez vu, il y a un parc relais gratuit, certes, il est à 30 km de la ville, mais il va vous permettre d'économiser 30 km de carburant, incidence sur le budget des ménages, enjeu d'équité, de transition juste, et évidemment, avantage en termes de CO2. On ne demande pas, on laisse aux
partager le soin d'organiser leur vie de proximité avec leur voiture, mais leur offre l'opportunité d'économiser 80% du voyage. Alors bien sûr, dans un livre, j'avais écrit qu'on pouvait équiper 100 aires urbaines avec 1000 lignes en 3-4 ans. Alors pourquoi 3-4 ans? Mais parce qu'à mon avis, il faut éviter le piège des investissements. Si vous voulez, le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous rentrons dans les sujets par des projets. Et qui dit projet, dit on met le droit dans un engrenage avec des enquêtes de loi sur l'eau, la biodiversité, le droit du sol, etc. On est parti pour 5 à 10 ans. Et je sais de quoi je parle. Et donc, je pense qu'il faut rentrer dans ces sujets-là par le service. Quand il y a un problème de Covid, on fait des coronapistes. Et ensuite, on fait des travaux pour améliorer les coronapistes. Quand il y a un éboulement dans la vallée de la Maurienne, on met des autocars. On ne se pose pas la question de savoir s'il y a des voies réservées ou des gares routières. On met des autocars. Eh bien, je pense que on a observé que toutes les lignes que je connais ont commencé sans voie réservée et très peu de gares routières. Et donc tout cela peut se faire très rapidement. Alain, vos pistes pour améliorer les choses. Oui, alors ce que disait André est vrai à une nuance près, c'est que bien sûr les cars express, tout ça, ça sera utile. L'investissement, comme ça prend du temps, il faut aussi commencer dès maintenant. Et donc derrière ça, on a les projets de développement de la mobilité du quotidien, notamment les RER métropolitains, dans lesquels les sujets d'autobus, d'autocars peuvent, dans certains cas, servir de feeder, c'est-à-dire d'être complémentaires. Et puis, on ne desservira pas toutes les zones en ferroviaire. Et donc, il y a des endroits où il y aura aussi des lignes express directes vers le centre-ville, comme on voit en Espagne. Ce qu'on voit aussi, d'ailleurs, c'est que covoiturage et autobus, c'est complémentaire. On a un exemple à Madrid où on voit que les gens ils prennent plus facilement le covoiturage le matin s'il y a une offre de bus sur la même ligne parce qu'ils sont garantis d'avoir un retour le soir. Donc, c'est beaucoup plus complémentaire que substituable. Et enfin, troisième idée, c'est que dans la décarbonation, puis c'est ça le sujet de notre colloque, en tout cas dans le transport de voyageurs, quand on avait fait à l'IGED quelques estimations de ce qu'il était raisonnable de faire dans différents domaines, on voit quand même que 3/4 du potentiel global de décarbonation, c'est la motorisation. C'est les changements de motorisation vers des motorisations décarbonées. Dans les voyageurs, principalement l'électrique, même si les biocarburants peuvent avoir une petite place également. Et donc, ça veut dire les bornes de recharge, à la fois sur la voirie interurbaine, sur les autoroutes. C'est passé l'été dernier à la pointe. Il n'y a que 1% des véhicules, en gros, qui sont électriques aujourd'hui, malgré 15%, 15-20% du neuf, mais ça met du temps à rentrer dans le parc. Mais quand ça va augmenter, il va falloir suivre, hein, et c'est quelque chose d'important. Alors, d'un autre côté, quand on voit, par exemple, les Norvégiens, on voit qu'ils sont allés à 75-80% d'électrifier dans le neuf, hein, que ce soit d'électrique pur ou d'électrique en véhicule hybride rechargeable. Donc, ça veut dire que c'est possible. Mais ils ont accompagné, au-delà du bonus-malus, au-delà de tout ça, ils ont aussi accompagné par de l'accès à certaines voies réservées, sans gêner les bus, bien entendu, en faisant attention à ce qu'on octroyait aux voitures électriques. Et quand on fait des enquêtes en Norvège sur pourquoi les gens ont acheté des voitures électriques, la première réponse qui sort, c'est pour avoir du temps avec ma famille. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir accès à des couloirs réservés permet de gagner du temps en ville. Et donc, vous achetez une voiture électrique parce que vous allez gagner du temps et vous allez pouvoir passer plus de temps avec vos enfants. C'est en tout cas ce qui s'est passé en Norvège, qui est quand même le pays le plus avancé en la matière en Europe en tout cas. Ce sera moins vrai quand tout le monde aura une voiture électrique. Oui, c'est-à-dire qu'après, c'est un vrai levier important au-delà de l'argent. Alors, c'est un pays riche, hein, la Norvège qui a pu donner des aides assez puissantes, ça a joué aussi. Mais le sujet temps et voilà. Alors après, il faut doser. À un moment, ils étaient allés trop loin. Ils avaient des embouteillages de voitures électriques parmi les bus, donc ils ont donné favorisé l'accès à des voies réservées que pendant des durées limitées dans le temps, quelques années, pour pouvoir le moment venu revenir dessus. Mais c'est un levier qui sera peut-être un jour nécessaire si on veut vouloir aller comme le prévoient les documents européens et la loi française vers 100% de véhicules décarbonés neufs en 2035. On arrive presque au terme de nos échanges. Il y a une chose à retenir, André. C'est quoi votre message fort à retenir? Le message fort à retenir, je dirais que de mon point de vue, nos concitoyens ont deux attentes majeures. L'une,
qui n'est pas vraiment climatique. C'est l'inaction climatique qui angoisse beaucoup de jeunes. Et donc l'urgence, c'est d'envoyer à nos concitoyens un message dans ce domaine-là, du report modal, assez rapidement, qui soit visible, un choc d'offres, certains appellent ça comme ça. L'autre message qui me paraît fondamental, c'est que je suis convaincu que la transition climatique doit passer par la case équité. Ce que nous avons vu sur les cartes de l'INSEE, c'est avant tout un enjeu d'équité. Ce que j'ai dit en disant que 60% des déplacements longs de la carte INSEE étaient concentrés sur les communes de moins de 5000 habitants, c'est un enjeu d'équité. Et donc, si on veut répondre à ces deux urgences, il faut trouver un modèle de développement d'offres, de chocs, de services, et je suis tout à fait d'accord avec Alain, pour dire qu'il faut aussi lancer les investissements dans les RERM, dans les voies réservées, dans les pôles multimodaux, dans des vraies gares routières avec un local chauffé à l'abri des intempéries, parce que là, on a besoin du temps long. Mais si on ne fait que des projets, la cavalerie des investissements arrivera trop tard, comme dans les BD. Alain, qu'est-ce qu'on doit retenir d'après vous? Ouais, il me semble qu'on va dans le bon sens, mais un peu comme on l'a dit dans les marchandises, on va quand même pas assez vite. D'ailleurs, le Haut Conseil au climat l'a dit, il faudrait doubler la vitesse de décarbonation. Et donc, c'est vrai aussi dans le transport de voyageurs. Et pour ça, finalement, il faut faire feu de tout bois, à la fois les changements de motorisation, mais également les questions de report modal, de remplissage des véhicules avec le covoiturage, les questions aussi d'urbanisme, dont on n'a pas beaucoup parlé, d'arriver à avoir un urbanisme plus compact, peut-être avoir des dispositions plus favorables à tout ça dans le cadre de artificialisation nette, qui peut être un outil aussi pour les politiques de transport, enfin qui pourrait l'être davantage. Donc je pense que voilà, il faut tous ces leviers, ils sont complémentaires et on a besoin de les activer tous finalement. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, nous allons maintenant nous interroger sur l'empreinte carbone comparée de ces différents modes de transport voyageuse grâce à une chercheuse qui va nous répondre en direct du Canada. Anne de Bortoli, bonjour. Je disais que vous êtes chercheuse au CIREG, le Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, rattaché à l'Université polytechnique de Montréal. Vous êtes aussi chercheur associé au laboratoire Ville, Mobilité, Transport de l'École des Ponts Paris-Tech et membre du groupe consultatif sur la carboneutralité qui dépend du ministère de l'Environnement canadien. Alors, bonjour Anne, est-ce qu'on vous entend cette fois-ci? Bonjour Cécile, bonjour à tous. Super bien. Donc je disais, Anne, que vous allez nous parler de l'empreinte carbone comparée des différents modes de transport voyageurs, mais soyons clairs, on va s'intéresser exclusivement à la longue distance. Alors c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis plusieurs années, et je tiens à dire qu'on a une primeur puisque vos recherches n'ont pas encore été publiées. À vous, Anne. Tout à fait, merci Cécile. Je vais commencer par des faits de contexte qui ne sont pas les plus heureux, mais qu'il est important de rappeler, je crois. Aujourd'hui, on est en train de parler de décarbonation des transports parce que simplement la survie d'une partie de l'humanité à court et moyen terme dépend de notre capacité à réduire nos émissions, à la fois drastiquement et rapidement. Et le type d'événement qu'on veut éviter, c'est une augmentation en fréquence et en intensité des événements extrêmes, tels que sécheresse, inondations et autres, la submersion d'une partie de nos côtes et le fait que certaines régions vont devenir inhabitables par effet combiné de température et humidité extrême qui génèrent une surchauffe du corps humain et donc, in fine, la mort. En 2015, la France était un des pays signataires de l'accord de Paris. Et cet accord s'engage à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour s'ancrer dans une trajectoire carbone où on restera à une augmentation des températures par rapport à l'ère pré-industrielle de bien en deçà de 2 degrés Celsius, voire si possible 1,5 degré Celsius. Et pour rester sur cette trajectoire, cela nécessitait d'avoir une diminution des émissions de gaz à effet de serre annuelles entre 2,7 et 7,6%.
Malgré la baisse des émissions du fait de l'épisode de Covid, on reste sur une tendance haussière de manière internationale et en France. Et si on passe à la deuxième slide, notamment au niveau du secteur des transports, on a une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Alors, entre 1990 et 2019, on était à une augmentation d'environ 13% des émissions de gaz à effet de serre selon le SECTEN, donc quand on agrège à la fois émissions nationales et internationales. Et puis, si on tient compte du Covid, en 2022, on était toujours à une augmentation des émissions de 4% par rapport à 1990. Or, plus on tarde à réduire nos émissions, plus le redressement sera difficile du point de vue socio-économique. Si on passe à la slide d'après, ce qu'a déjà dit Alain, c'est qu'on sait que du point de vue du transport de passagers, et qui est le plus émissif en France, c'est vraiment la route et la voiture particulière qui a la part majoritaire des kilomètres parcourus, 84%, et c'est ce qui explique aussi que environ 90% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à la route. Si on passe à la slide après, on peut voir un petit peu les conséquences un peu décevantes du progrès technique. On table beaucoup sur le progrès technique pour décarboner. Or, si on regarde sur le graphique de gauche, donc j'ai extrait des données du ministère qui montrent que, oui, en effet, les voitures diesel et à essence ont une consommation qui diminue, et encore, on voit un rebond en 2020 de la consommation unitaire des véhicules. Et cela s'explique notamment par une augmentation, vous voyez les tendances linéaires à droite, de la masse des voitures. Et cette augmentation se voit de manière mondiale. Et du fait de cet effet rebond, on arrive, et de cette consommation toujours plus importante de kilomètres de transport, on arrive à l'augmentation de gaz à effet de serre du secteur des transports qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pour rappeler les objectifs internationaux, d'ici à 2050, pour atteindre la carboneutralité, on est obligé de réduire nos émissions de gaz à effet de serre autour de 2 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an. Aujourd'hui, on est en France autour de 10 tonnes. Mais de manière générale, du point de vue mondial, ça nécessite, arriver à cette carboneutralité, nécessite de réduire les émissions de gaz à effet de serre par 10 et de compenser les émissions résiduelles. En France, on est plutôt à une réduction de d'un facteur 5 à 7, mais ça reste un pas énorme. Et comme vous savez, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne sait pas mesurer. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de quantification de l'empreinte carbone, notamment des modes de transport longue distance, pour savoir vers où s'orienter pour atteindre la carboneutralité d'ici à maximum 2050. Sur la slide prochaine, donc en fait, alors déjà je vais rappeler l'empreinte carbone, mais vous savez que c'est un indicateur de contribution au changement climatique qui agrège tous les types d'émissions de gaz à effet de serre, voire d'autres effets émises par un système au cours de sa vie. Et donc, avec ma collègue Adélaïde Ferraille de l'École des ponts et chaussées, on a fait un cas d'étude sur la liaison Paris-Bordeaux pour comparer les empreintes carbone de tous les principaux modes utilisés sur cette liaison. Donc, il s'agit à la fois du ferroviaire grande vitesse, de l'avion, de l'autocar Macron dont parlait André, de la voiture, alors qu'elle soit personnelle, c'est-à-dire en longue distance, on est à 2,2 personnes environ par voiture en longue distance, ou qu'on parle de covoiturage avec plutôt un taux d'occupation à 3,6 personnes par voiture. Dans ces grands modes de transport-là, on a regardé aussi des options techniques, c'est-à-dire l'avion qu'on appelle CO, donc avec une motorisation d'il y a quelques années qui existe encore, et puis les nouveaux types de motorisation qu'on appelle NEO, qui permettent de réduire la consommation de carburant.
On a regardé les options diesel et essence pour les voitures et covoiturage. Et on a regardé 2 options de matériel roulant pour le TGV et la ligne à grande vitesse. Donc, l'ancien matériel roulant a un étage qui s'appelle Atlantique et le matériel roulant a 2 étages qui s'appelle Duplex. Pour regarder l'empreinte carbone de manière non biaisée et complète de ces modes de transport, bien évidemment, on a regardé à la fois les émissions de gaz à effet de serre de tout le cycle de vie du matériel roulant et des infrastructures, qu'elles soient linéaires ou ponctuelles. J'explique donc sur l'exemple du ferroviaire. On a regardé les émissions de gaz à effet de serre sur toute la durée de vie des gares de l'infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire ballast, rail, caténaire. Et puis, on a fait pareil pour le matériel roulant, donc extraction des matières premières nécessaires à construire le matériel roulant, production, utilisation, maintenance, fin de vie. Et ensuite, donc, une fois qu'on a fait ce calcul qu'on appelle l'analyse de cycle de vie intégré des modes de transport, et donc on regarde vraiment toutes les énergies, les métaux, les minéraux non métalliques, les autres ressources qui rentrent dans le système au cours de sa vie, et tout ce qui en sort en termes de déchets, polluants atmosphériques, polluants aquatiques et autres rejets, et ben, on arrive à, en fait, avec l'analyse de cycle de vie, la CV, plusieurs métriques environnementales, donc plusieurs indicateurs. Et là, je vais vous présenter le focus sur l'empreinte carbone sur la slide d'après. Donc ici, on voit l'empreinte carbone comparative des différents modes que je vous ai décrits sur la connexion Paris-Bordeaux. Donc on est vraiment allé regarder les taux d'occupation réels des modes de transport, la durée de vie de tous les composants, etc. Et on voit ici apparaître, je n'avais pas mis autant de chiffres sur l'empreinte carbone, ça a un petit peu changé, mais les chiffres sont exacts. Donc on est à environ entre 21 grammes de CO2 équivalent pour le meilleur mode de transport du point de vue de l'empreinte carbone, qui est l'autocar, par passager transporté sur 1 km, et pour le mode le moins bon, donc sur l'avion, avec l'ancienne motorisation, 242 grammes de CO2 équivalent par passager kilomètre. Donc on a un facteur 10 entre le mode le plus performant et le mode le moins performant. Ensuite, entre ces modes-là, eh bien, il y a toutes les autres options. Donc, on a, la slide n'est vraiment pas terrible, mais on a la deuxième meilleure option après l'autocar, du point de vue de l'empreinte carbone, c'est le TGV, et notamment avec le matériel duplex, qui a une capacité plus importante, et donc une empreinte carbone autour de 36 grammes de CO2 équivalent par personne transportée par kilomètre. On a une empreinte légèrement supérieure avec le matériel roulant Atlantique, mais du même ordre de grandeur. Ensuite vient le covoiturage, où on a des empreintes carbone autour de presque 2 fois supérieures à celles du train. Et puis, le deuxième type de mode de transport le moins performant après l'avion, ça va être la voiture individuelle. Même si on est à 2,2 personnes en longue distance et qu'on est à seulement 1,2 ou 1,3 en milieu urbain. Donc, en milieu urbain, la voiture est encore pire. On a une option diesel qui est un peu meilleure que l'option essence, puisqu'on a des consommations un peu plus basses. Ensuite, si on va à la slide d'après, ce que je présente, c'est d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre entre les deux composants, véhicules, infrastructures, et puis leurs étapes de cycle de vie. Encore une fois, la slide n'est pas magnifique, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, notamment pour le train, la majeure partie de l'empreinte carbone est liée au cycle de vie de l'infrastructure. Et en fait, souvent, les empreintes carbone rapportées pour le train ne sont que les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation électrique du train, ce qui donne des émissions autour de quelques grammes de CO2 par personne et kilomètre, ce qui n'est pas une réalité sur cycle de vie. Donc, le train est quand même une excellente option sur l'exemple du Paris-Bordeaux, mais ce n'est pas la meilleure, et c'est l'autocar qui est la meilleure. On voit aussi, notamment à gauche, l'impact du cycle de vie de l'aéroport
pour l'aérien domestique, et ceci notamment parce qu'on est sur des aéroports peu massifiés, notamment l'aéroport de Bordeaux. Et puis on voit pour la voiture l'importance aussi de la contribution de la manufacture, de la production de la voiture, donc incluant l'extraction des matières premières évidemment nécessaires à produire la voiture, qui est autour de, donc on a une contribution à 20% de l'empreinte carbone environ des modes covoiturage et voitures personnelles. Maintenant, si on passe à la slide d'après, je voudrais attirer votre attention sur le fait que je viens de vous présenter l'empreinte carbone des modes de transport à un moment donné pour la connexion Paris-Bordeaux pour des taux d'occupation particuliers. Évidemment, même mode de transport va avoir une empreinte carbone qui va évoluer selon de nombreux paramètres. Par exemple, selon le pays dans lequel on se situe, le marché, notamment la masse de la voiture. Au Canada, on a des voitures qui pèsent autour de un peu plus de 1800 kg, alors qu'en France, on est à plutôt 1300 kg. Le mix électrique est aussi très important pour l'empreinte carbone, notamment de la mobilité électrique. Et ici, vous voyez par exemple la variation de l'empreinte carbone du train électrifié, du ferroviaire électrifié, en fonction du pays où on se trouve. Et on voit que entre l'empreinte carbone en France du TGV électrifié et en Chine, on a une augmentation par 3 de l'empreinte carbone du fait du mix électrique qui est très carboné en Chine, basé sur les centrales électriques, notamment à charbon. Ensuite, slide prochaine, j'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que, oui, le changement climatique est un problème majeur. On est en crise climatique, il faut décarboner très, très rapidement nos modes de vie. Et en tenant compte de contraintes internationales également. Mais il y a d'autres dimensions finalement, qui incluent la dimension climatique, qui sont peut-être plus pertinentes pour tenir compte des transferts d'impacts environnementaux qui peuvent avoir lieu quand on fait du transfert modal, et notamment, par exemple, vers l'électrique. Finalement, ce qu'on veut protéger, c'est la santé humaine, nos écosystèmes, notre biodiversité, et puis nos ressources naturelles. Et quand on peut s'intéresser à ces dimensions plus agrégées avec l'analyse de cycle de vie pour avoir une vision plus globale en fait de la performance environnementale de nos modes de vie et notamment de nos modes de déplacement. Et donc ici, vous voyez un diagramme, ce qu'on appelle un diagramme radar, qui représente sur chaque branche du diagramme une dimension environnementale avec l'impact qui est normalisé, donc rapporté au mode le moins performant. Et vous voyez ici que globalement, sur toutes les dimensions environnementales qu'on a regardées avec ma collègue, on a le même classement environnemental, mais si on s'intéresse à la voiture électrique, ce classement peut changer, donc ça complexifie le choix vers une carboneutralité durable et équitable. Et ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Anne. Alors, peut-être juste une question de conclusion. Est-ce qu'on peut espérer atteindre la neutralité carbone dans le transport de voyageurs? C'est un des secteurs où c'est le plus difficile, et notamment parce qu'on a du mal à restreindre le nombre de kilomètres qu'on parcourt. Alors, c'est sûr qu'arriver à 2 tonnes de CO2 équivalent ou en deçà par personne et par an pour atteindre la carboneutralité, ça veut dire une diminution drastique des kilomètres parcourus, notamment en aérien et en aérien international qui apporte le plus au niveau français, et diminution drastique du nombre de kilomètres parcourus en voiture personnelle. Ce qui va nous rester, en fait, c'est de la place pour de la mobilité électrique massifiée, notamment de la mobilité active, pour ceux qui connaissent mes travaux sur ce sujet-là, et puis de la mobilité électrique légère, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des batteries de 300 kg ou plus pour tout
pour toutes les voitures qu'on a aujourd'hui, et notamment pour une question de disponibilité des métaux, du point de vue international, parce qu'on a aussi besoin des métaux pour notre transition énergétique de base, sans parler des transports. Merci beaucoup, Anne. On va passer à la dernière séquence de notre après-midi avec Blablacar et Transdev, si vous voulez bien. Un nouveau regard croisé, je vous le disais cette fois-ci, avec deux opérateurs des transports qui vont nous expliquer très concrètement comment ils contribuent à la décarbonation. Alors, Alice Lefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie transformation France du groupe Transdev. Adrien Taon, vous êtes directeur Europe de Blablacar. Bonjour. Alors, c'est deux groupes qu'on connaît très bien. Néanmoins, je vais vous demander très rapidement de nous représenter vos entreprises en nous montrant aussi tout de suite pourquoi est-ce qu'elles sont au cœur du sujet aujourd'hui. Alors, en quelques mots, donc, Transdev, c'est un opérateur de transport public français. Nous opérons pour le compte des collectivités locales, des services de transport, donc tout type de transport partagé, que ce soit le tram, le train, le bus, le car, même le téléphérique. Le prochain sera d'ailleurs en Ile-de-France, ou des modes doux comme le vélo. On accompagne également les collectivités pour construire leur offre multimodale et on les conseille également pour la transition énergétique de leur flotte. C'est donc pour la France 32 000 hommes et femmes chez Transdev, dont 22 000 conducteurs. Et la mission, c'est permettre à chacun de se déplacer chaque jour grâce à des solutions sûres, efficaces et innovantes au service du bien commun. Adrien, même chose, un petit portrait de Blablacar. Oui, mais je pense que j'ai eu la meilleure intro possible grâce à M. Breteau tout à l'heure avec un graphe des déplacements en kilomètres par année et par mode de déplacement. On voyait un gros tas jaune, c'était la voiture qui se développait très fortement. Et en fait, quand on demande aux gens pourquoi ils prennent cette voiture, est-ce qu'ils ont des alternatives, 76% déclarent ne pas avoir d'alternative. Donc nous, on vient s'adresser à ces gens qui prennent la voiture au quotidien pour plein de déplacements contraints. Et on apporte une solution qui, sur le papier et en théorie, est géniale et super simple. Et dans les faits, pour la mettre en œuvre et changer l'imaginaire collectif, ça prend du temps. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et on apporte plus globalement aujourd'hui des solutions de mobilité, donc covoiturage, classique Blablacar, covoiturage domicile-travail Blablacar Daily, mais également d'autres moyens de transport avec les bus, et comme on a pu le voir, qui sont également très positifs en termes d'économie d'énergie et qui sont très complémentaires avec un réseau de covoiturage, puisque là où il y a assez de densité, on peut mettre en place des bus qu'on remplit avec plein de passagers, et en revanche le covoiturage vient par capillarité venir couvrir des zones plus rurales et moins desservies. Juste un mot, vous nous rappelez quand est-ce que vous avez été créé et combien de personnes aujourd'hui Oui, donc aujourd'hui, Blablacar, c'est un peu plus de 800 personnes dans le monde et ça a été créé en 2007. Et c'est un point sur lequel on reviendra, mais qui est intéressant parce qu'on oublie une longue traversée du désert au début, de 2007 à 2013, avant que ça commence à fonctionner. Et c'est quelque chose qu'on voit dans tous les pays où on se lance, tous les services, ça prend beaucoup de temps. Mais donc 2007 et un peu plus de 800 personnes. Alors, j'enchaîne tout de suite avec vous, peut-être, Adrien. Où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, dans le bilan que vous faites de l'utilisation du covoiturage? Vous avez déjà dit qu'il y avait une traversée du désert. Maintenant, vous en êtes où et peut-être votre évaluation, est-ce que vous en êtes content de ce bilan aujourd'hui? Donc, si on prend un peu de recul sur la France, je pense qu'on a réussi à faire émerger un vrai covoiturage ville à ville. Donc c'est souvent un covoiturage de week-end pour aller voir des proches, pour aller voir de la famille. C'est des trajets de 200 km. Et donc ça, en France, maintenant, le Blablacar est connu pour ça. Ce à quoi on s'attaque aujourd'hui, c'est le Graal du covoiturage, c'est les déplacements contraints du quotidien qui sont entre 10 et 50 km, ceux sur lesquels on est pertinent. Donc c'est là-dessus qu'on se lance. C'est hyper intéressant parce qu'au tout début, le Blablacar avait été lancé sur ces trajets-là en 2007, avant de faire un grand virage vers des trajets plus longue distance, plus faciles à organiser. Et là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, typiquement sur ces trajets-là, on a enfin un cadre réglementaire qui a été mis en place en 2019 avec la loi d'orientation des mobilités, qui donne des compétences aux collectivités territoriales pour s'emparer du sujet covoiturage, qui permet aux entreprises de mettre en place des budgets dédiés. C'est le forfait mobilité durable. On a eu ça en 2019. Période de calme avec la crise sanitaire. 2023, on se dit coup d'accélérateur avec un plan covoiturage mis en place par le gouvernement et une double prime de 100 €. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la dynamique est vraiment excellente, encore à petite échelle là-dessus, mais on a fait plus que doubler le nombre de trajets du quotidien entre 2022 et 2023. Et quand même un chiffre qui est très parlant, je pense, c'est que cette année,
c'est plus de 500 000 nouveaux conducteurs et nouvelles conductrices qui ont commencé à covoiturer. Un demi-million, on ne les voit pas, parce que ce n'est pas des bus, ce n'est pas des trains, c'est des gens autour de nous. Mais un demi-million qui s'est mis au covoiturage cette année, c'est très très significatif. Ça permet d'économiser plus de 125 millions d'euros de pouvoir d'achat depuis le début de l'année sur du covoiturage. Donc on est très satisfait du début, même si on pense qu'il y a encore, c'est une évidence qu'il y a encore énormément à faire pour avoir un impact global et macro. Ce que j'allais vous dire, ces 500 000, c'est à comparer à quoi comme, je sais pas comment, c'est du marketing, du marché potentiel, enfin voilà, on part de marché, de ce que ça pourrait être demain. On a un ordre de grandeur? Ouais, le chiffre que nous on regarde, c'est, on en revient à ça tout à l'heure, c'était 17 millions de personnes dans leur voiture tous les jours sur la route, dans l'immense majorité des cas tout seul. Et sur ces 17 millions, 76% qui disent « j'ai pas d'alternative ». Donc je pense que les 24%, c'est convaincre d'autres types de transports. Sur les 76, une partie pourra être prise en charge par des transdev sur certains endroits, mais il va rester un gros qui n'a pas d'alternative. Donc c'est autour de 15 millions en fait, de gens où on pense que c'est vraiment pertinent pour eux de mettre en place cette solution. Alors justement, vous me tendez la perche pour Transdev. Quel bilan vous faites aujourd'hui de l'utilisation du transport collectif? On a lancé une enquête en partenariat avec Région de France, une enquête Ipsos sur 11 000 Français, 11 000 sondés, justement sur les transports, les mobilités du quotidien. Et il en ressort que la voiture individuelle, ça reste le mode de transport dominant, même si son image se ternit un petit peu. Actuellement, 86% des Français, donc c'est les chiffres 2023, utilisent au moins leur véhicule une fois pour les mobilités du quotidien. Malheureusement, la part modale des transports collectifs, c'est 15%. C'est en recul par rapport à la période avant le Covid. Et c'est vraiment un gros enjeu pour nous, puisque avant la motorisation, pour la décarbonation, c'est avant tout le report modal qui permettra en fait de décarboner les transports. On l'a vu avec le chiffre montré par Anne. C'est quoi vos leviers pour accélérer? Alors, le premier levier, ça a été déjà dit tout à l'heure, c'est l'offre. On a besoin d'avoir une offre plus importante, notamment là où il n'y en a pas ou pas assez, donc en particulier dans le périurbain. Ça a été également dit tout à l'heure par André Breteau. L'offre, généralement, on la trouve dans les villes. Donc dans les villes, vous avez une offre de transport collectif, mais quand on regarde les émissions, c'est 30% pour les transports, dont 16% pour la voiture. Elle se concentre principalement sur les liaisons périphérie-centre, les agglomérations. C'est là où il y a le moins de transport. Donc on a vraiment besoin d'un choc des offres, c'est-à-dire tripler l'offre de transport dans le périurbain. Quand vous avez une offre, ce n'est pas suffisant, il faut encore aller plus loin, il faut une offre qui soit performante. Donc il faut améliorer la qualité de l'offre de façon à ce qu'elle soit vraiment compétitive par rapport à la voiture individuelle. Donc ça passe par plus de fréquences, une amplitude horaire plus importante. Ça aussi, c'est des choses qui ont été dites tout à l'heure. Et on a besoin d'avoir un trajet qui soit compétitif, qui soit fiable. Vous devez pouvoir savoir à quelle heure vous partez de chez vous et à quelle heure vous arrivez à votre destination. C'est seulement comme ça que vous prendrez en fait, les transports en commun. Sinon, la voiture sera toujours plus avantageuse. Après, évidemment, on a des beaux projets. On a les cars express qui ont déjà été mentionnés tout à l'heure. On a déjà, d'ailleurs, nous, de notre côté, une ligne qui est la ligne Créon-Bordeaux, qui permet de desservir la périphérie et la métropole bordelaise, avec un temps de parcours qui est compétitif, puisque vous avez un trajet direct, avec des aménagements spécifiques comme des voies dédiées, des priorités au feu, etc., qui vous permet en fait d'avoir un très beau succès de fréquentation. Donc ça marche très très bien et on encourage vraiment le car express. Pour autant, on n'arrivera pas à mettre un car express en bas de chacun. On a besoin d'avoir une offre qui soit intermodale, ça a été également signalé, de façon à prendre en charge, soit par exemple en se trouvant des solutions de rabattement, mais en tout cas, il faut adapter l'offre au territoire, à ses besoins, avec par exemple des lignes structurantes, moins structurantes, de façon à vraiment être complètement adaptée. Au-delà de l'offre, on a un autre enjeu, c'est faire changer les comportements, parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui aiment prendre leur voiture. Et comment on fait pour ça? Première solution, c'est apprendre à prendre les transports. Ça paraît bête à dire comme ça, mais en tout cas, il faut apprendre à être bon sur la multimodalité pour prendre le bon mode au bon moment. Et puis, quand on a encore des freins pour la mobilité avec les transports en commun, nous, on se déplace dans les territoires. C'est notamment ce qu'on fait dans les Hauts-de-France, à Lens, quartier politique prioritaire de la ville. On a lancé un plan d'action dédié à la mobilité. Donc, on a incubé une plateforme de mobilité pour les personnes en insertion. Donc, on les accompagne pour leur expliquer comment on prend les transports
en commun. On participe aussi à des forums emploi mobilité et puis on va plus loin parce qu'on se déplace dans les collèges pour favoriser l'apprentissage de la mobilité, notamment avec des casques de réalité virtuelle, de façon à vraiment toucher tout le monde et à inciter à prendre les transports. Adrien Taon, c'est quoi vos leviers pour vous développer, pour accélérer? Est-ce qu'il y a aussi un enjeu culturel? Oui, j'allais partir sur celui-là. Le plus important, le plus macro, c'est changer l'imaginaire autour de la voiture. Et après, ça passe par des actions très très tangibles que je vais détailler très rapidement. Mais l'imaginaire autour de la voiture, c'est plus de 50 ans de pub télé où c'est une personne seule dans la voiture avec une voie de GPS et ma liberté. Et c'est assez récent d'avoir depuis 10 ans des pubs de voitures partagées. Maintenant, le penser covoiturage et des gens à plusieurs dans la voiture. Donc, justement, je voulais revenir sur cette personne tout seule dans sa voiture. Vous avez un nom pour le désigner. Est-ce que ça baisse? Alors, ça baisse pas encore au niveau macro. Vous l'appelez l'autosolisme? L'autosolisme, alors oui, complètement. Et donc, on a un nom pour le désigner, c'est autosolisme, qui permet de montrer un petit peu ce qu'on entend par ça, c'est une personne seule dans une voiture pour un trajet donné. Et donc le plus important, c'est vraiment la perception de la voiture. Le covoiturage, tout le monde va dire « Ah oui, super idée, mais vous en faites, vous ?» Non, parce que... Voilà. Et il y a un petit parce que qui prend du temps à débloquer. Concrètement, une fois qu'on arrive à changer un peu cette perception, les gens vont essayer, se télécharger l'application, et c'est là que tout le travail en commun avec les pouvoirs publics prend son sens et se met en place. Ils arrivent, on dit « Ah, tiens, il y a une prime de 100 € pour commencer. Ok, je vais vraiment faire l'effort. Le temps de toucher ma prime de 100 €, j'ai trouvé mes covoitureurs fréquents et qui covoituraient, je continue. J'ai mes subventions locales qui me permettent de continuer. » Et c'est une approche très globale, je terminerai là-dessus. Le rêve, c'est vraiment covoiturage, domicile-travail du quotidien, faire que des gens laissent leur voiture à la maison certains jours de la semaine, mais passer de « vous êtes conducteur » à tout de suite passager au quotidien, avec la notion de fiabilité au départ, au retour, c'est très difficile. Ce qu'on observe, c'est que c'est en plusieurs étapes. Les gens commencent souvent par du covoiturage de week-end, je vais voir de la famille, et là, si j'ai un quart d'heure de retard, c'est pas grave. Ça permet de me rassurer sur le covoiturage. Ok, ça marche, il y a des profils vérifiés. Et dans un second temps, arrive sur du quotidien. 60% au niveau national des gens qui commencent le covoiturage quotidien ont déjà covoituré en longue distance. Et ils commencent souvent en tant que conducteur, je garde le contrôle, c'est moi ma voiture. Et au bout d'un temps, ils passent en tant que passagers. Les chiffres qu'on a là-dessus, c'est au bout de quelques mois, on a près de 40% des conducteurs qui alternent et qui deviennent passagers. Mais il faut accepter que ça prend du temps de convaincre des gens et de changer cet imaginaire en fait. Est-ce que l'un comme l'autre, vous avez été porté, votre activité a été portée par la hausse du prix de l'essence? On pourrait penser que, avec tout ce qu'on a lu, les effets psychologiques, les 2 €, etc., ça a joué ou pas vraiment? S'agissant du coût, ce n'est pas un facteur déterminant pour les transports. En tout cas, c'est ce que révèle notre enquête Ipsos. Le coût arrive en 7e position dans les raisons pour lesquelles on prend ou pas les transports en commun. Ce qui compte d'abord, en fait, c'est l'offre, c'est la qualité du service. Évidemment, je minore pas l'impact du coût du carburant pour les ménages, ça c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est pas le premier facteur pour prendre ou pas les transports en commun. Adrien? Oui, on voit sur le côté offre typiquement des pics d'offres à des seuils psychologiques. Donc c'est-à-dire que notre offre de covoiturage n'est pas corrélée précisément au prix du carburant, mais quand il y a un buzz médiatique, un seuil psychologique où je passe à 2 € le litre, là plein de gens se disent « Ok, c'est le moment de m'y mettre, c'est le moment d'essayer d'accélérer ». Donc on voit un petit peu ça. Ce qui est vraiment passionnant, je trouve, c'est que depuis 2022 et ces hausses de coût du carburant, ça fait que des gens se mettent au covoiturage. Mais en fait, quand ça descend, ils n'arrêtent pas. Les quelques rares moments où ça peut descendre un petit peu, et dans d'autres pays, on n'a jamais à la baisse du « Ah, c'est bon, maintenant je peux me permettre de faire le plein tout seul, je ne prends plus personne ». C'est des barrières psychologiques qui sont levées grâce à ça sur un moment de contrainte, malheureusement, et qui font qu'on perdure dans le temps. Ce qui est intéressant et qui intègre quand même cependant avec la politique publique, c'est que sur le covoiturage du quotidien qui a besoin d'être subventionné, de même que les transports publics, on ne paye pas le vrai coût de chaque ticket de transport au quotidien. Dans les endroits où il n'y a pas de subvention publique, les gens essayent et en fait s'arrêtent assez vite. Donc là, les hausses du carburant, ça met le pied à l'étrier pour plein de gens. S'il y a une politique cohérente, locale, là, ça continue. Ce que j'allais vous demander, sur le versement mobilité, il y a un effet aussi? Alors, globalement, l'enjeu pour nous, effectivement, ça va être le financement des transports publics, puisque c'est un modèle qui est fragile. C'est unique en Europe. Il repose sur le versement mobilité, il repose sur le budget des collectivités et sur la part du voyageur qui, elle, se réduit d'année en année. Donc il va falloir quand même pouvoir mettre ou maintenir le même niveau,
plutôt l'augmenter, le niveau du budget des collectivités pour favoriser cette offre et ce choc des offres qu'on demande. Et le VM, il doit impérativement être sanctuarisé en fait, parce que ça fait vraiment partie des éléments constitutifs du financement, et sans financement, pas d'offre et pas de décarbonation des transports. Il y a quelques collectivités qui ont mis en place un système totalement gratuit de leurs bus, et ça change la donne. Finalement, ça n'incite pas tellement plus à prendre les transports. Alors ça, tout dépend, parce que pour le coup, nous, on est opérateur à Dunkerque, qui a un réseau effectivement qui pratique la gratuité. C'est le seul exemple? Alors, chez nous, on a au moins Dunkerque, on a aussi Niort, je reviendrai dessus par la suite. Pour Dunkerque, ça marche très bien. Il y a eu vraiment un taux de fréquentation qui est important, parce que la collectivité met aussi, quelque part, une ambition sur les transports en commun. La question se posera toujours du financement. C'est vrai que si vous enlevez la part de l'usager, mécaniquement, vous entraînez une baisse du montant du budget, et le risque, c'est d'avoir moins d'investissement et moins d'investissement, moins d'offres dans les transports. Je crois que vous aviez un exemple aussi local qui était peut-être intéressant à décrire. Nous, tout l'enjeu, c'est l'engagement des autorités organisatrices de la mobilité dans le covoiturage et comment elles se projettent là-dedans. Le modèle qu'on pousse, c'est un modèle qu'on pense vertueux puisqu'il est lié purement à l'usage réel, c'est-à-dire qu'elles vont venir subventionner un usage réel. Là, récemment, un bon exemple, c'est la métropole de Rouen qui s'est engagée, c'est le plus gros engagement pour le covoiturage en France à date. C'est plus de 13 millions d'euros de budget de subvention sur une période de 3 ans. Et typiquement, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont venir subventionner chaque trajet covoituré à hauteur de 1,5 à 3 euros. Et le résultat tangible pour les usagers, c'est que chaque conductrice va économiser entre 2 et 4 euros par passager transporté. Et les passagers, ça sera 20 centimes. Donc il y a un coût, ces 20 centimes, c'est presque symbolique. C'est pour montrer que ce n'est pas gratuit et que le déplacement a un coût. Ça permet de s'inscrire dans le temps et de vraiment créer un usage fréquent et quotidien. L'enjeu qu'on aura si ça se développe bien, ce qui est ce qu'on souhaite, c'est comment à terme on coordonne ces budgets avec d'autres types de transports, puisque le covoiturage et la voiture bénéficient peu du versement mobilité aujourd'hui, alors que dans beaucoup d'endroits, ils représentent une part énorme des déplacements des usagers en fait. Aujourd'hui, votre plus grand souhait ou votre plus grand enjeu, c'est quoi? C'est de faire bouger quoi? Alors, je dirais que c'est le choc des offres, c'est ce qui ressort des différents débats. Pour la décarbonation, il faut plus d'offres pour le report modal, et ça signifie effectivement avoir un financement possible de ces transports, et également un enjeu au terme de gouvernance des mobilités. C'est comme on l'a dit, l'enjeu, ça va être sur le périurbain. Ça veut dire que c'est des gens qui habitent quelque part et qui travaillent ailleurs. C'est la collectivité d'accueil qui bénéficie du versement mobilité. Et on a besoin quand même d'avoir quelque chose, une structure globale pour organiser à la fois tous ces transports et avoir un financement satisfaisant. Casser les silos aussi. Adrien? Nous, l'enjeu, j'en reviens un petit peu au temps long et à la stabilité dont on a besoin pour innover et se lancer. Le covoiturage, en fait, c'est une idée qui est ancienne, mais concrètement, on se donne les moyens depuis très peu de temps. Je parlais tout à l'heure de la LOM de 2019, du plan covoiturage de cette année. Convaincre les gens, comme je le mentionnais, depuis la longue distance vers les trajets du quotidien, c'est des trimestres et des trimestres. On a besoin de se donner une vraie ambition et du temps long et de la stabilité. Donc nous, c'est principalement une stabilité réglementaire, en fait, sur les mesures qu'on se donne, puisque là, on a lancé le plan covoiturage, il y a un fonds vert, et il y a des discussions pour est-ce qu'on l'adapterait un peu ou pas. Ok, mais dans un second temps. On a besoin de prévisibilité pour vraiment pouvoir savoir avec quelle carte jouer et comment les communiquer auprès des gens. Encore une fois, je le mentionnais tout à l'heure, mais on a souvent tendance à se dire « Ah, c'est bon, c'est la bonne idée, donc elle doit être adoptée tout de suite ». La bonne idée, il faut la marketer, ça prend un temps fou en fait. Il faut la communiquer, répéter. Les fameuses doubles primes de 100 € en France, mais qui est au courant? Nous, d'après nos estimations, c'est moins d'un tiers des gens éligibles en fait. Et pourtant, c'est des millions et des millions qui ont été investis cette année par le secteur et principalement par Blablacar pour la faire connaître. Donc c'est principalement de la stabilité, ça c'est un côté réaliste, avec un côté mettre de l'huile dans les rouages là où il y a besoin. Et après, mon rêve, c'est comment changer la perception de la voiture, que je mentionnais tout à l'heure, trouver l'idée, la phrase qui permettra de très vite faire un choc d'offres et un choc d'usage globalement. On a peut-être le temps de prendre 1-2 questions très rapides. Je trouve que c'est dommage de ne pas... on a rattrapé un peu de notre retard. Je voulais pas... Ah ben oui. Anthony Briand, premier rang, vous avez même bon micro. Merci Cécile, je me permets. C'est une question pour Adrien. Vous avez un profil type du covoitureur des mobilités du quotidien, femme, homme, quel âge, quel territoire, quel type de job?
Franchement, non, parce qu'on est déjà sur plusieurs millions d'inscrits. Ce que je pourrais dire sur le cas d'usage qu'on adresse aujourd'hui, j'ai quelques chiffres, je pense, assez intéressants. Le covoiturage classique historique, 54% des primo-conducteurs, primo-conductrices ont moins de 30 ans. Sur le covoiturage du quotidien, c'est plutôt 38-39% qui ont moins de 40, pardon. J'ai dit bêtise, c'est 54% moins de 30 ans. Sur la courte distance quotidien, c'est 40% qui ont moins de 30 ans, donc c'est un petit peu plus âgé. Aujourd'hui, on adresse le cas d'usage domicile-travail parce qu'on pense que c'est le plus prévisible. Et donc, on a quelque chose qu'on arrive à marketer, de dire vous saurez demain que vous allez voyager avec Alice le matin, avec Marie le soir. Mais une fois que j'ai dit ça, ça veut dire que c'est des gens qui ont des horaires un petit peu prévisibles, qui peuvent savoir ce qu'ils font. On élargit au fur et à mesure pour dire plus on a de densité, plus on a de masse critique, plus on peut mettre en relation des gens même en dernière minute avec des cas d'usage différents. Mais donc aujourd'hui, c'est vraiment très équilibré homme-femme. Et là où on est pertinent, c'est principalement les endroits où les transports en commun ne sont pas assez développés. Enfin, c'est très très simple. Donc typiquement en Ile-de-France, c'est du grande couronne à grande couronne. On ne fait pas du Paris petite couronne, petite couronne. Donc c'est principalement ça aujourd'hui. Ça me donne envie de vous demander, vous vous voyez comme concurrents l'un de l'autre ou finalement pas? Alors, pas du tout, parce que déjà, je pense que c'est une offre qui est complémentaire. Et on propose donc notamment à Niort justement un service de transport avec du vélo, du bus, etc., mais également du covoiturage en fait. Parce que justement, il y a à certains endroits où il y a peut-être la demande qui est moins importante, on a besoin d'avoir d'autres modes pour rejoindre soit des grandes lignes, soit d'autres points. Et justement, le covoiturage fait partie de ces solutions. Un exemple très très concret, à Rouen, dans le partenariat avec Rouen, on retire des endroits subventionnés en covoiturage les lignes de transport en commun structurantes. Donc ça montre une complémentarité, pour être très très simple, et une bonne allocation des subventions publiques et de l'argent public. Donc non, c'est très très complémentaire. Quand il y a du gros volume sur un axe, c'est pas des covoites qu'il faut, c'est des gros covoites qui s'appellent des cars express, des trams. Et en revanche, nous, on permet d'aller toucher par capillarité les endroits où il n'y a pas une mutualisation possible au-delà de 2 ou 3 personnes par véhicule. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.